parle très rapidement du roman de Gabriel, La Nuit introuvable. Certains d'entre vous l'ont lu. C'est un premier roman. Sincèrement, moi, quand je l'ai reçu, je l'ai vraiment reçu comme un coup de poing, comme un coup de cœur. Sur les 50 romans que j'ai dû lire depuis le début de l'année, il est en tête de liste. Je ne dis pas ça parce qu'elle est là, je ne dis pas ça parce que vous êtes là, je dis ça parce que je le pense. Ce que j'ai aimé dans ce roman choc, c'est l'écriture. Une écriture fluide, ciselée, poétique, qui claque, et l'humour de ce livre. Il y a une légèreté sur un thème particulièrement profond. C'est un roman qui va nous parler certainement de l'amour, l'amour pour l'autre, l'amour filial, l'amour maternel, le désamour, la difficulté à aimer. Et on va avoir comme ça un roman vraiment extraordinaire et même, je dirais, original, et original aussi dans sa construction, puisque c'est une narration qui est émaillée de lettres qui vont rompre un tout petit peu. Et effectivement, de quoi parle-t-il? Je ne vais pas le dévoiler parce que vraiment il faut le découvrir. Hein. On a un personnage masculin, Nathan, pas mal névrosé, hein, c'est la psycho que je suis de formation qui parle là, qui se sent mal aimé et qui est dans une difficulté à aimer. On a une mère, Marthe, une femme relativement forte, mais avec ses fêlures, hein, qui a été éperdument amoureuse de son mari. C'est comme ça que je le lis. Hein. Gabriel, vous direz si je me trompe, hein, et qui n'a pas su vraiment, enfin en tout cas qui est assez loin de son fils. On a des personnages secondaires, hein, mais qui vont apporter quand même ce petit plus. Et on a Marthe qui est en train de s'effacer de la vie, donc la mère, et qui va délivrer à son fils 8 lettres. Et ces 8 lettres vont permettre à Nathan de se redécouvrir, de couvrir des zones d'ombre, de revisiter ses souvenirs, de réinterpréter ses perceptions. Et peut-être vont-elles l'aider à une espèce de renaissance. J'en ai peut-être dit un petit peu trop. Non. Est-ce que j'ai bon? Ah oui. J'écoute religieusement. Vraiment, même uniquement pour l'écriture, même à la limite, si l'histoire ne nous intéressait pas, ce qui est complètement faux, uniquement pour l'écriture, vraiment, je ne peux que vous le conseiller. Et moi, la première question que j'ai eue en tête quand j'ai eu fini ce livre, et que je ne sais plus où je l'ai trouvé, ça doit être sur la 4e de couverture, enfin, je ne sais plus. Je me dis, comment une jeune femme aussi jeune a-t-elle pu trouver cette idée, ce roman, cette profondeur? Ça, c'est la question piège. Alors, en fait, je crois qu'il y a plusieurs choses. C'est que j'ai 33 ans, donc je suis à un moment de ma vie où se pose la question de ce qu'on a reçu de nos parents, de l'héritage, et puis aussi de ce qu'on a envie de transmettre. Donc voilà, je pense que c'est un moment clé qui amène à se poser ces questions-là, parce que je crois que c'était un des thèmes que j'avais envie d'aborder. Qu'est-ce qu'on transmet à ses enfants malgré soi? Qu'est-ce qu'on aurait voulu transmettre et qu'on n'a pas réussi à transmettre? Est-ce que ces choses-là sont rattrapables? Dans quel temps est-ce rattrapable? Si c'est pas lors de l'enfance, est-ce qu'il peut y avoir, comme vous le disiez, une seconde naissance? C'est des choses qui se recréent par la suite. Donc voilà pourquoi ce thème maintenant, parce que et puis la question des générations. Enfin voilà, moi je me sens très très reconnaissante de tout ce que j'ai reçu de ma famille, d'une grand-mère qui effectivement, ça c'est pas un livre sur Alzheimer, hein, vraiment pas, mais ma grand-mère de fait avait la maladie d'Alzheimer et on l'a accompagnée sur les 8 dernières années de sa vie. Et j'ai quelque chose, un souvenir très doux, très lumineux de cette grand-mère. C'est d'ailleurs pour ça, je pense que le thème d'Alzheimer n'est pas sombre dans le livre, parce que pour moi, c'est quelqu'un de très lumineux. Et c'était aussi une façon de rendre hommage à tout ce que j'ai reçu.
ce livre. Et c'est important de le faire quand les parents sont encore en vie, ce qui est le cas pour moi. Et même s'ils m'ont eu tard, justement, c'était le moment de le faire. Voilà. D'accord. Je vous parlais de l'écriture, du roman, que je trouve vraiment superbe, ciselé. Gabriel, si vous vouliez nous lire un petit extrait, je pense que ça pourrait vous intéresser. Je vous disais qu'il y avait de l'humour sur un thème assez grave, et c'est un humour qu'on retrouve rarement. Peut-être, j'oserais, mais alors là, ouf, je prends un risque. C'est un humour relativement féminin. Si on peut parler d'humour féminin, masculin. Non, on n'ouvre pas le débat, mais on lit. On lit. Nathan, du coup, dans la voix de Nathan. Il y a deux voix dans ce livre. Il y a la voix du fils, puis donc l'humour est plutôt du côté du fils. Donc j'imagine que c'est davantage cette page-là que je suis invitée à lire. Très rapidement, c'est la deuxième fois qu'il retourne voir sa mère. À chaque fois, il repart en Slovénie, dans sa petite vie étriquée. Et il se retrouve donc sur son quai d'aéroport. J'ai regardé ma ridicule petite valise pour voyage en cabine, celle des gens qui ne restent jamais bien longtemps. Et je me suis demandé comment j'avais pu rapporter autant de chagrin dans un si petit volume. L'ordinateur prend de la place, c'est sûr. Mais sa mémoire ne l'encombre pas. Elle ne dépasse jamais ses limites. Comme j'envie ce privilège de la machine. Moi, avec une mère et une grand-mère en plus, forcément, ça débordait. J'avais pourtant été prévoyant. J'avais mis le cadenas bleu à 3 chiffres, par sécurité. J'ai voulu en avoir le cœur net. J'ai fait glisser la fermeture éclair. C'était le vide. Tout un chargement de rien qui me tirait sur le bras et m'essoufflait le cœur. C'était le vase resté sans fleurs blanches. Ce fichu fauteuil roulant sans papa dedans, c'était Marthe sans âge, ma nuit sans sommeil dans une chambre d'hôtel sans charme. Je ne suis pas du genre dépressif, mais là, en accrochant mon manteau, j'ai envisagé, au moins pendant 10 secondes, de me pendre avec le cintre. Très vite, je me suis rendue à l'évidence, ça n'était pas gagné. Ça aurait sûrement été beaucoup plus efficace avec un collier de téléassistance pour personnes seules. Donc effectivement, on a Nathan qui parle, et puis parfois on a à lire les lettres de Marthe. Donc moi, c'est toujours la même question que je pose. Comment un auteur féminin rentre dans la peau, le personnage d'un humain mâle. D'autant que je trouve assez rarement l'inverse. On a assez peu, ça ne veut pas dire jamais, assez peu d'auteurs masculins qui parlent au féminin. Or, on a, me semble-t-il, de plus en plus d'auteurs qui parlent au masculin. Et je me demande comment on fait et quelles sont les gymnastiques neuronales que ça oblige. Il y a plusieurs choses, c'est que déjà c'est un plaisir de la fiction, c'est justement l'exploration des possibles. Alors voilà, enfin pouvoir savoir ce que c'est 2 secondes d'être dans la tête d'un homme. Donc c'était avant tout un jeu et un plaisir. C'était aussi que moi je suis issue d'un cursus littéraire et on pèse quand même pas mal, j'ai presque envie de dire, la suspicion d'un premier roman forcément autobiographique. Et j'avais pas du tout envie de tomber là-dedans, donc c'était aussi une façon de mettre à distance que de prendre un narrateur quadragénaire, cynique, qui vient de divorcer d'une femme frigide, enfin voilà, forcément c'était très loin de moi. Et une des choses aussi qui m'avait plu, c'est que je travaille aussi à côté pour le journal Le 1 avec Éric Fotorino. Éric Fotorino a écrit un livre qui s'appelle Caresse de rouge, où il est lui-même un narrateur féminin. Et j'avais été très étonnée en me disant j'y crois. Moi, en tant que femme, je lis ce livre et j'y crois et j'avais envie de relever le défi dans l'autre sens. Et parfaitement relevé, je dirais. Alors effectivement, c'est un premier roman. Et c'est un premier roman, Dieu merci, qui n'est pas du tout autobiographique. Enfin, pas du tout, il y a peut-être des inspirations, et ça c'est normal, tout auteur parle avec sa propre histoire, son propre environnement, etc. Mais on est loin, très très loin du roman autobiographique. Alors là, j'aimerais savoir
comment se fait ce roman en fait? Est-ce qu'on le porte longtemps? Est-ce que vous l'avez dit, envie de dire des choses, mais il y avait d'autres choses à dire et pourquoi c'est passé par là quoi, enfin. Alors, moi il a été écrit, terminé presque 1 an avant sa publication. Donc pour moi, il est déjà un petit peu loin et je suis dans le 2e déjà. Mais après, c'est quelque chose. Je crois qu'en fait, il y a une scène dedans qui est une scène de dédicace. Et c'est une scène de dédicace où j'ai tendance à me moquer. Sauf qu'en réalité, pendant tous les moments où je bloquais dans l'écriture du livre, je pensais au moment où j'allais pouvoir dédicacer ce livre et le donner. Donc là où il continue à exister vraiment indépendamment du processus d'écriture, c'est que c'est un plaisir. Alors peut-être que si jamais je continue à écrire, je n'aurai peut-être pas ce discours-là, j'en sais rien. J'espère que si, dans 5-6 livres, mais pour l'instant, je suis assez émerveillée de pouvoir confier ce livre à chaque fois. Voilà. C'est parfait ça. Donc j'ai bien entendu, il y a un livre en préparation. Oui. Qui sortirait quand? Ça, ça on verra, mais a priori septembre 2019. Ah, on va attendre. On verra. J'ai déjà hâte. Encore un petit peu de lecture, ça vous dit? Oui. La voix. Oui. Ouais. Sans principe. Alors là, cette fois-ci, c'est la voix de Marthe, comme ça vous avez entendu les 2 voix. Et elle lui écrit le moment où elle raconte la mort de son mari, Jacques, donc la mort du père de Nathan. Ton père était mort. Tu changeais de pays, j'ai compris. Moi aussi, j'ai changé de pays. L'absence nous fait entrer dans une terre étrangère. Jacques ne m'avait jamais quitté. Nous n'avons pas connu les déchirements, les vêtements qu'on jette dans un sac et qui déshabillent le placard. Je n'ai pas connu les matins dans un lit soudain borgne d'amour. Je n'ai pas connu la morsure des femmes qui se savent tromper ou que l'on quitte. Ces vestes restaient alignées dans la penderie par nuances de ton. 2 jours après sa mort, je me suis décidée à faire une lessive. Il y avait là ses derniers habits portés. On n'a pas idée de ce que c'est qu'une chemise sans les épaules de l'homme qu'on aime. On n'a pas idée du monde infiniment plat et chiffonné, roulé en boule qui reste quand l'autre déshabite la vie, quand son corps est soustrait aux étoffes et aux caresses. L'existence n'a plus d'odeur. On marche, le ventre en creux, encore et encore. C'est raconté dans tous les livres, mais Jacques, lui, n'avait jamais écrit ces lignes-là, et c'était lui que je croyais. On arrose quand même les fleurs, 1 fois par semaine, parce qu'elles n'y sont pour rien et que le monde est assez fané comme ça. On boit son thé à la même heure, et on attend. C'est le dernier effort dont on est capable, l'attente. Le vide glisse ses doigts entre chaque côte et serre. La douleur a des ongles et elle vous donne du corps, elle vous raidit. C'est elle qui vous fait tenir debout. Et c'est elle qui, plus tard, sait qu'en peu à peu relâcher l'étreinte. Il fallait qu'elle tenaille pour qu'on n'oublie pas de respirer, mais le souffle, parfois, revient sans qu'on y pense. Le deuil est un sommeil, plus long que les autres. Le noir et blanc finit toujours par rendre l'âme, lui aussi.